Industrie numérique, il faut favoriser la création des ponts d'expertise entre les experts camerounais de la diaspora et ceux du pays. Le sujet était au centre d'une plateforme de concertation pour booster l'économie numérique. Donc à Yaoundé, la concertation a cours à Yaoundé pour comprendre le virage numérique et ses transformations. Le professeur Lambert Sona Momo sera notre hôte sur ce plateau. Il est le promoteur de la nouvelle technologie de l'identification basée sur les veines du doigt. Entendez bien, veines du doigt. Et pour encourager donc l'initiative, meilleure initiative de la diaspora, les professionnels des NTIC le prix revient cette année au docteur Jean-Louis Benaillé, qui est neurochirurgien, vous le connaissez d'ailleurs. Il sera également sur ce plateau. Mais pour l'heure, il est 18h et nous prenons les nouvelles du Cameroun. Gladys Assou, good evening. Good evening, Agnès Solange. The Cameroon youth today begin to the civic and patriotic holiday operation. Yes, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monona Futsu, urged the youth to use the school break and curb the spread of COVID-19 by sensitizing their peers on the importance of getting the COVID-19 vaccine. Monona Futsu was speaking while officially launching the 6th edition of the Civic and Patriotic Holidays operation with theme voluntary commitment of youth for the protection of the environment and the fight against COVID-19. Well, let's get the minister's reaction. Came for the Cameroonian youth to engage themselves in this construction site, voluntary, to participate and face the challenges of our development, and particularly the protection of the environment through planting trees and vaccination against COVID-19, respect of barrier measures, and so on and so forth, during all the holidays, because we call upon our mass animation teams, our community mediators, our leaders of the Cameroon National Youth Council, the conscripts of the National Civic Service Agency for Participation in Development, and all those actors, all those volunteers will deploy themselves in caravans all over the national territory to bear that message, to spread that message of fight against COVID-19 and protection of the environment. And the door-to-door vaccination campaign against COVID-19 commences tomorrow. Yes, Agnès Solange, and just 3 months after the launch of the coronavirus vaccination in Cameroon, the centers are yet to be crowded by citizens for their immunization. Despite sensitization on the importance of getting the jab, most people are still very reluctant. And our reporter Renata Sally visited some of the vaccination centers and reports just a few persons could be spotted this morning. At this COVID-19 vaccination center, just a few people have come to get the jab. Amongst them is Marius Kenfak, who is on his second dose. Today was the second dose of my vaccine. What motivated me to get the vaccine is to get protected myself, my family, and my neighborhood. I used to, from time to time, to travel. The atmosphere in most vaccination centers in the nation's capital is still timid 2 months after the start of vaccination. Most Cameroonians are still hesitant to get vaccinated. Since this morning, we are very optimistic because we are seeing more and more people who are spontaneously come to the vaccination. I think that we are ready to launch campaign tomorrow. We know that we have the support of administrative authorities to help us to sensitize the population so that they can involve to get vaccinated. And as for now, all the districts have received their different vaccines. We finish with training of health personnel. With the official launch of the mass sensitization campaign tomorrow, officials are optimistic
The Cameroonians from 18 years of age who are eligible will have a change of mind and get immunized. Away from COVID-19 activities, the special status granted to the Northwest and Southwest regions was at the center of a decentralization dinner organized by some senators in Yaoundé. Strides made in the decentralization process were highlighted, mainly the transfer of power and resources as well as issues specific to taxation, while setbacks were equally pointed out. Details with Yves Fomuso. A pathway out of poverty and conflicts. Decentralization solves the development puzzle. This decentralization dinner touched on the special status granted to the Northwest and Southwest regions with a focus on how special the status is special. Besides functioning like the other regional councils, the regional councils of the Northwest and Southwest exercise those functions as attributed by the law on special status that has been granted them. Experts, among them MPs and senators and pressmen, discussed merits of decentralization, most especially how the special status has given some degree of autonomy over local affairs. There was a quest by the Anglophone community, by Northwest and Southwest population, to have more powers than is been granted so far. So we have brought it out and then brought out the shortcomings and the prospects, how it could be made better. Dinner guests were made to digest the decentralization law in the country and how, when fully put in place, will help solve several development challenges. Gladys Assou, the public independent conciliator of the Southwest region, takes oath of office. Yes, Dorothy Atabong Motase, while being commissioned into her functions today at the Court of Appeal in Buea, pledged to uphold the distinctive identity of the special status in the discharge of the office. Let's get details with Larry Efande from Buea. Execute with probity, impartiality and independence. The words that leave her empowered to pick up duty as the pioneer public independent conciliator of the country's Southwest region. She solemnly takes the commitment at the rostrum to express her readiness to examine and amicably settle disputes between users and decentralized bodies in the region. It is true that the times are really not the best, but I know I'm going to bring in that touch which a mother usually brings into the whole situation. So the region should expect an open door policy. Administering the oath of office at the Buea Appeal Court, the First Deputy President, Justice Helen Fonacho, urges the sworn-in to use diplomacy, tact, and skills acquired in her stewardship in order to merit the confidence bestowed in the presence of the Southwest Governor, Bernard Okalia Bilai, other administrative officials, municipal, civil, and traditional authorities. The 61-year-old seasoned educationist began her 6-year journey as an ombudsman. And in sports, the top-tier championship of Cameroon resumes tomorrow, July 7. And in Group B, 5 encounters are scheduled, with the Astre Canon game being one of the most anticipated. In the following report, GT Clarice C says this resumption comes after a very long break. The championship was suspended in May 2020 due to the rapid spread of the coronavirus and the need to keep both players and spectators safe. It is thus after over a year of waiting that teams of the top tier will go back to stadia for phase 1 of the return leg. In Group A, 4 games are scheduled for July 7 and count as day 12 of the competition. Idingspor will be up against IS Fortuna at the CAF Excellence Center of Mbankomo. Yaoundé 2 FC will travel to Bamenda to lock horns with PWD. Stade Renard will welcome Fovu, while Avion of Nkam will clash Bambutos. In Group B, the 10 games are scheduled, with Tonnerre pitted against Young Sport, UMS versus Panther, and New Stars are up against Colombe.
One of the most awaited encounters is the Astra Cannon of Yaoundé Rumble to take place at the Annex 1 of the Japoma Stadium in Douala. Cannon tally 16 points so far and are in third position on rankings, while Astra are sixth with 11 points. Well, Agnès Solange, that does it for our news updates this evening, and I'm wishing you a profitable program. Thank you, Gladys Assou. Merci d'être venu nous donner toutes ces informations concernant la République. Après vous, Gladys Assou, nous irons dans la région de l'extrême nord, précisément à Kousséri, où nous retrouverons notre correspondant là-bas à Kousséri, Saïd Abdelkarim, donc qui nous parlera de cette concertation, de ces travaux de la commission mixte de sécurité à Kousséri, N'Djamena, tenue récemment. Donc, dans un instant, nous revenons sur ce plateau. Coronavirus is a dangerous disease. We can avoid coronavirus by not getting people with your hand. Wash your hand with clean water and soap. Don't not touch your mouth and your nose. Always wear your face mask. Merci d'être nombreux à nous suivre sur Canal 306, également en direct sur Facebook. Et bien, dans la rubrique Appel Région, nous allons tout de suite dans la région de l'extrême nord, où les travaux de la commission mixte de sécurité Kousséri N'Djamena se sont tenus récemment à N'Djamena, au Tchad. Les échanges des experts des deux délégations ont porté sur les questions sécuritaires, judiciaires, sanitaires et commerciales. Alors, nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant permanent à Kousséri, Saïd Abdelkarim. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange Bessolo. Alors, quel temps il fait de ce côté à Kousséri? Kousséri, ça va, Solange? Quel temps il fait à Kousséri en ce moment, Abdelkarim? C'est un temps assez doux, un ciel assez clément. Il menace un peu de pleuvoir depuis 14 heures, Solange. Alors, revenons sur les travaux, de la commission mixte de sécurité qui se sont donc tenus récemment à N'Djamena au Tchad. Quel était l'enjeu de ces travaux? Alors, l'enjeu de ces travaux, Solange, c'est la recherche des solutions aux problèmes transfrontaliers communs entre le département du Logone et Chari et les villes frontalières du Tchad. Kousséri et N'Djamena partagent de longues frontières où vivent des peuples de même culture. Donc, l'enjeu, c'est aussi de retrouver des solutions à la cohabitation pacifique entre ces deux peuples, Solange. Alors, 4 commissions ont été créées durant les travaux. Le but de ces commissions? Alors, l'intérêt donc de ces 4 commissions, c'est que les différents experts répartis dans les commissions sont des administrations différentes. Ils ont débattu et mené des échanges et des réflexions où des problèmes ont été posés et des solutions trouvées en vue d'améliorer les conditions d'échange entre N'Djamena et Kousséri, tout en agissant, en garantissant plutôt une sécurité aux personnes et leurs biens. Ainsi donc, les recommandations compilées semble prendre lui-même le rôle de tireur entre les deux peuples frères.
Oui, effectivement, vous l'avez bien souligné, entre les deux peuples frères, c'est dans une ambiance conviviale, de retrouvailles entre les experts de deux pays et de deux villes voisines, Kousséri et N'Djamena. Pendant donc 2 heures de travaux en commission, il faut souligner la qualité des échanges et des réflexions qui ont réussi également cette ambiance. Alors, Abdel Karim Saïd, les recommandations de ces travaux, pour terminer? Alors, pour ce qui est de recommandations de ces travaux, les experts qui ont travaillé donc en commission ont restitué et donc les commissions ont donc recommandé de mener une forte sensibilisation au sein de la population afin de garder l'invincibilité des espaces de sécurité dans les parties du Logone longeant la présidence du Tchad, de mettre en exergue l'accord de coopération de police à police des pays membres de la CEMAC et rendre effectif l'accord donc de cette coopération judiciaire des États membres de la CEMAC, que les responsables de douane de N'Djamena soient également intégrés dans le groupe de questions commerciales de la commission mixte, que les nouvelles mesures de taxation ou qui touchent donc autres mesures nouvelles édictées par une administration soient également notifiées à la Chambre de commerce de N'Djamena et à la commission mixte de sécurité pour la sensibilisation des usagers et autres intervenants de la chaîne commerciale. D'accord. Oui, Agnès? Voilà, on souligne également que c'était en présence du préfet du Logone et Charlie Jean-Lazare Ndongo et du gouverneur de N'Djamena, Djiber Younous. Merci Saïd Abdel Karim pour cette contribution ce soir. Le plaisir est partagé à Agnès Solange. Et bien des choses du côté de Kousséri dans l'extrême nord Cameroun. Après vous, Saïd, on parle de l'industrie du numérique, on parle surtout de la promotion donc de ce numérique. Et ce sera avec la diaspora camerounaise qui compte booster donc ce secteur-là. Tout de suite. TV News sur tous les fronts et ce matin, nous serons sur tous les terrains de l'actualité. Que la recherche ne soit plus simplement reléguée au cercle des savants, mais que la recherche soit quelque chose qui soit accessible en fait. Begin with the Low National Bilingual Daily. Cameroon Tribune talks about this special plenary session. Le recouvrement des créances du Cameroun afin de mobiliser les fonds nécessaires pour cette opération. Ligne d'horizon que ce matin de Valentin Simeyong Zinga. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes quant à la réaction du Fonds monétaire international. The Guardian Post is today praising the courage of the populations of the Northwest region in particular. Il y a d'abord ce problème foncier qui est résolu. Lorsque vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez pas construire une maison. Chou blanc, rouge ou frisé, le choix est vaste et leurs atouts santé sont indéniables. Riche en vitamine C et en bêta-carotène, le chou contient également des vitamines du groupe B. C'est l'un des aliments très riches en minéraux. Ils sont très riches aussi en vitamines. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de consommer suffisamment de légumes. L'on peut profiter de sa machine à laver le linge aussi longtemps que possible, mais à une condition. Si le mode de cuisson était un peu différent,
sous forme de bouillie enrichie dont on a notre maïs, nous avons le riz dans la bouillie, le soja, les arachides. Ça serait vraiment un aliment complet entre guillemets parce que ça apporte déjà les 3 groupes d'aliments pour soutenir déjà la famine. Donc ces aliments pris de manière transformée en bouillie est plus bénéfique pour le jeûneur que sur la friture. Mon plat préféré en fait c'est le ndomba de poisson d'eau douce au plantain vapeur. En fait pour le préparer on a besoin du poisson d'eau douce, lui-même en question, dont les sciures, le poisson-chat. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Je vous l'annonçais tout à l'heure, donc on parle à présent du numérique. Faut-il favoriser la création des ponts d'expertise entre les experts du Cameroun et ceux de la diaspora? Comment y arriver? Eh bien, le sujet était au centre d'une plateforme de concertation aujourd'hui et des questions de booster l'économie numérique. Et la concertation est en cours à Yaoundé, il faut le dire. Et pour comprendre le virage numérique et surtout ces transformations, j'ai le bonheur d'accueillir sur ce plateau une bonne brochette d'experts dans tous les domaines. On a le Samuel Hervé Mandeng. Bonsoir et bienvenue à Toilette. Bonsoir à tous, salut aux très chers téléspectateurs et ceux qui nous regardent dans le monde. Vous êtes le promoteur de Cameroun Digital Boost, c'est l'événement dont nous parlons. Oui, Cameroun Digital Boost, mais enveloppé dans un concept appelé Give Back to Mama. Donc, comment les Camerounais de la diaspora, de la 3e catégorie, on peut dire Camerounais d'élite et puis Camerounais experts, peuvent redonner à leur pays. Il faut tenir compte que nous avons 3 catégories de diaspora, diaspora ouvrière, diaspora cadre et puis diaspora élite. Alors, c'est la diaspora cadre et la diaspora élite qui construisent un pays. Donc, comment cette diaspora peut être sensibilisés pour venir donner ce qu'on appelle la dîme de leur expertise, malgré qu'ils sont suffisamment recensés dans cette partie du monde. Alors, comment vous comptez procéder? Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus que ceux qui ont déjà essayé? Bon, écoutez, je pense que le résultat d'un projet se fixe beaucoup plus au niveau de la motivation. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que je suis destiné pour le faire? Je suis destiné pour réunir les Camerounais de la diaspora pour que nous puissions apporter un plus. Il faut trouver les bons mots. Il faut aussi avoir de la sincérité parce que dans la communication, les gens ressentent ce que vous dites. Si vous dites pas vrai, mais vous avez des bons mots, les gens peuvent aussi le ressentir. Alors, il y a aussi le timing. Est-ce que c'est le timing? On a l'appel du chef de l'État qui nous annonçait en février que si vous allez chercher de la vie, bon, je paraphrase et tout, mais revenez au Cameroun construire. Et nos frères disent, écoute, nous on peut le faire. Et déjà, on a Brains Project qui le faisait déjà et tout. Et puis on va revenir sur vos motivations. Le temps d'accueillir également le professeur Lambert Sonamomo, qui est promoteur de la nouvelle technologie sur l'identification par scan du réseau veineux. C'est bien cela? C'est bien cela, Solange. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Oui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, bonsoir chers téléspectateurs. En fait, pour innover dans un domaine, il faut répondre à une problématique, à un certain nombre de questions. Ouais. Alors, c'est lesquelles? La première, qui êtes-vous? C'est la première. La deuxième, est-ce que vous êtes la personne dont nous connaissons? La troisième, est-ce que vous êtes la personne qui détient le document que vous nous présentez? La quatrième, est-ce que vous êtes la personne qui signe numériquement sur une transaction? Je dis bien numériquement. Et la cinquième et la dernière, est-ce que vos données sont sauvegardées en lieu sûr et chiffré? Donc, c'est pour répondre à ces 5 questions que j'ai réuni il y a plusieurs années une quinzaine de chercheurs provenant des meilleures universités suisses pour développer la nouvelle technologie basée sur le scan du réseau veineux multidimensionnel. Donc, pour dire à 3 dimensions. Vous avez ajouté multidimensionnel. Ouais.
Alors, multidimensionnel, c'est-à-dire que à quoi ça renvoie? Ça renvoie à quelque chose de très simple, c'est-à-dire que c'est plusieurs images du réseau venu qui sont prises simultanément et qui sont consolidées pour pouvoir représenter la même personne. D'accord, on va revenir. Tout ça pour l'identification. Pour l'identification. D'accord. De l'autre côté, je reçois également le docteur Jean-Louis Benaillé, que vous connaissez déjà d'ailleurs. Lui, il est neurologue et il est le fondateur de Brains Project Africa. C'est bien cela? Bonsoir et bienvenue. Tout à fait, tout à fait. Bonsoir et merci déjà de nous avoir assis sur ce plateau. Et pour une petite clarification, je suis neurochirurgien de training, voilà. Et oui, fondateur de la fondation Brain Project Africa, et c'est en fait une fondation qui essaye d'impacter les conditions de santé en Afrique, partout en Afrique. Alors qu'est-ce que le neurochirurgien vient chercher dans toute cette technologie numérique? Tout à fait. Bon, au-delà du fait même que la technologie numérique impacte tous les domaines, la neurochirurgie y compris, il y a aussi le fait que Cameroon Digital Boosting a aussi un concept qu'ils appellent Give Back to Mama. Et Give Back to Mama c'est sous cette égide que Brain Project a été invité pour recevoir un prix par rapport au travail qui a déjà été fait ici. Prix meilleure initiative. Voilà. Et on va revenir sur votre prix tout à l'heure, le temps de me retourner vers Monsieur Mandeng, qui on va dire promoteur de cet événement. Alors, quelles étaient vos motivations? Quelles sont vos motivations derrière cette mobilisation? Alors, mon motivation était simple. J'ai ce privilège d'être le secrétaire du mois de l'histoire des Noirs, une organisation au Québec qui fédère les organisations noires, et le premier Africain à ce poste. Alors, ça m'a amené à comprendre que la communauté camerounaise est une communauté très intellectuelle. Elle est même très instruite en termes de diplômes, mais n'a pas suffisamment d'impact dans son pays d'accueil. Alors, comment cette communauté, qui est très intellectuelle, qui est même très économiquement nantie, n'a pas d'impact dans les enjeux politiques et économiques? Alors, ce qui m'a mené en 2017 de créer ce qu'on appelle le CISEC, de co-organiser le CISEC, le colloque international et scientifique économique des Camerounais, pour les amener à avoir un impact dans leur pays d'accueil, pour certainement que leurs réalisations se transmettent dans leur pays. Et on a l'habitude de dire que si nous voulons avoir de l'impact dans notre pays, ayons d'abord de l'impact dans le pays de résidence. Ça permet que nos réalisations vont nous précéder dans nos pays. Et c'est ça la plus grande motivation. Et qu'est-ce que la deuxième édition, c'est bien cela? Est-ce qu'elle a de particulier? Ce qui a de particulier, c'est l'ajout du concept Give Back to Mama. C'est ce qui a de particulier, l'ajout du Give Back to Mama, et aussi le public cible, qui est un public jeune. L'année dernière, on avait ciblé, c'est la deuxième édition, oui, on avait ciblé beaucoup plus tout le monde, mais cette année, nous sommes allés vers les jeunes. Alors, Give Back to Mama, c'est quoi le concept exactement? Give Back to Mama, c'est un pont. C'est un pont d'expertise, c'est un pont de réalisation, des Camerounais qui font des réalisations à l'échelle internationale, qui ont l'expertise à l'échelle internationale dans leur pays de résidence, que nous voulons davantage construire un pont. Ça veut dire qu'ils viennent donner la dîme de leur expertise au Cameroun. Alors, Give Back to Mama, c'est 30 jours. Ça a commencé le 16 juin, ça s'achève le 16 juillet. Give Back to Mama, c'est un concept que chaque année maintenant, pendant 30 jours, pendant la période des vacances, on vient au Cameroun dans plusieurs domaines. Chaque Camerounais qui vient en vacances vient donner 10%, 2 heures de son temps dans une expertise dont il est reconnu à l'international. D'accord, vous prenez toutes sortes dans tous les domaines. Hein. On prend tout le monde dans le domaine. On ne trie pas. C'est pourquoi à l'intérieur, il y a maintenant, on a le projet, on a le concept Cameroon Digital Boost. Cameroon Digital, c'est seulement un segment de Give Back to Mama qui a 30 jours. D'accord. Alors, le professeur Lambert Sona, Momo, une technologie de scan du réseau veineux, est-ce que on ne dirait pas que c'est du bluff? Non, on peut pas. On peut pas parler du bluff, parce que déjà, vu le nombre d'années, le nombre de personnes qui se sont penchées pour le développement de cette technologie, et qui a déjà eu des pilotes dans des hôpitaux en Suisse et dans des organisations internationales pour la prise en charge, par exemple, des personnes sinistrées
en cas d'événement malheureux, parce que ces personnes... Il faut dire qu'on a déjà eu la photo et l'empreinte digitale. Vous proposez plein de plus. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on ne vous dira pas que c'est du bluff? Non, ça ne va pas être du bluff, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a 5 questions auxquelles on doit répondre. Et les technologies existantes ne répondent pas forcément à ces questions. D'accord. Pas du tout, ouais. C'est une technologie plus sophistiquée. Et effectivement, plus sophistiquée. Surtout à l'heure, c'est une technologie qui répond au contexte du numérique actuel. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui justifie l'introduction de cette méthode. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va marcher? Au Cameroun, surtout. Non, ça marche déjà. Ça marche déjà. Au Cameroun, parce que le Cameroun, je pense, ne va pas échapper l'aide de la digitalisation. Déjà que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en voie. Je pense que c'est même pour ça qu'on est là. Et c'est une technologie donc qui répond. Parce que quand on parle de digitalisation, d'un autre côté, on parle des attaques, de la cybersécurité, etc. Donc c'est une technologie qui répond au contexte actuel des avancées technologiques. Là, justement, j'allais vous demander également, on dirait que vous lisez dans mes pensées, c'est le fruit de votre imagination ou bien il y a un réel besoin, vous avez constaté qu'il y a un réel besoin de cette autre technologie au Cameroun? Disons, j'ai constaté qu'il y a un réel besoin quand je parlais des questions de tout à l'heure, parce que il y a cela quelques années et tout, on ne pouvait pas identifier très facilement les porteurs des documents. Quand je parle des documents, je parle des documents en valeur. C'est-à-dire, ça peut être un diplôme, ça peut être un titre foncier, etc. Donc l'idée était partie de quelque chose de très simple. Et puis, il fallait apporter une solution pour pouvoir imprimer ces documents avec un élément morphologique de la personne. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un document important et qu'on imprime avec votre veine, vous ne pouvez jamais nier parce que la probabilité que 2 personnes aient la même veine, c'est 1 sur 3,4. Mais l'empreinte aussi, on est déjà dans ce type d'identification avec l'empreinte. Si nous sommes passés par là, si on allait un cran plus loin, c'est parce qu'on a pu démontrer dans des conférences scientifiques les limites, les défaillances. Parce qu'il y a même une étude récente. Des personnes peuvent avoir l'empreinte? Si 2 personnes peuvent avoir la même empreinte. Oui. Non, pas 2 personnes peuvent avoir la même empreinte, parce que l'empreinte étant quelque chose de visible, on les laisse partout. Donc, c'est-à-dire, on peut les récupérer. Après, si votre téléphone passe par moi, je peux récupérer et je peux falsifier. Déjà, une étude a été démontrée, il y a cela une année, par une police reconnue en Suisse, que l'empreinte veineuse est 10 fois plus sécurisée que l'iris, 100 fois plus que les empreintes digitales et 1000 fois plus que le facial. Et vous avez besoin du docteur Jean-Louis Benaillé pour cela? Oui, bien sûr, parce qu'on doit travailler en synergie. Parce qu'il est neurochirurgien. Ouais. Alors, ça m'amène à vous demander comment ça va se passer, surtout concernant ce projet. Bon, on ne travaille pas directement sur ce projet, mais en ce qui concerne notre implication, l'implication de notre fondation par rapport à ce mouvement que Cameroun Digital Boosting apporte, c'est effectivement de donner notre share fair, notre partie en ce qui concerne votre contribution. Voilà, une contribution dans une méthodologie pour pouvoir améliorer les conditions de santé. Alors, comment ça va se passer concrètement? Voilà, ok. Alors, ça se passe déjà, et c'est juste que ça prend, c'est à petits pas encore. Et il s'agit de ça se passe où? Oui, ça, dans plusieurs pays en Afrique. On a été déjà à notre deuxième tour ici au Cameroun. Voilà. Au Cameroun, deuxième mission en février. La toute première mission, c'était en 2017 à l'hôpital général de Douala. Voilà. Et la seconde mission était en février 2020 où on a travaillé dans plusieurs structures sanitaires locales et impacté aussi plusieurs autres cliniques de par le matériel et l'équipement qu'on a distribué. Alors, au-delà de l'équipement, il y a une partie très importante qui est regroupée des experts dans toute spécialité qu'on puisse avoir avant de venir. Et c'est des gens qui sont assez convoités à l'extérieur. Et là, on leur donne l'opportunité de venir, de travailler avec des médecins locaux d'une manière régulière, de garder une communication en longueur d'année. J'ai encore même régulièrement des confrères camerounais qui me contactent et on parle des cas, on discute des cas. Et c'est cette opportunité-là d'avoir quelqu'un qui a peut-être une expérience différente, un peu plus complexe et qui est capable de répondre à tout moment dès qu'on fait face à une complexité médicale. Et ça aide beaucoup pour les Alors, pour des cas pratiques, pour que les téléspectateurs ou alors nos amis qui nous regardent sur Facebook en direct puissent comprendre concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit des cas pratiques. Voilà, il s'agit de mettre sur place une mission médicale qui nous permet de venir donner aux patients camerounais l'opportunité
de voir et d'observer d'avoir une expérience de comment est-ce que son traitement devrait être fait ou est fait à l'Occident dans les meilleures conditions, dans les Alors vous utilisez quels moyens pour jauger cela? Oui, alors on vient avec toute une équipe. Oui. Qui est avec du matériel qui nous permet de travailler sur ces patients qu'on aura au préalable évalués et puis triés. Et ça fait que et puis bon, tout ça se passe gratuitement. Et ça fait que ces patients ont l'opportunité d'être pris en charge comme s'ils seraient pris en charge à Dallas. C'est vrai qu'il y a des petites limites, mais on essaie au maximum de recréer le même cadre, ce qui donne aussi une opportunité de training et de collaboration étroite avec les... Alors les patients, vous les triez au volet? Ou alors vous avez des listes préalables qu'on vous propose? Voilà, comme j'ai dit plus tôt, il y a des structures sanitaires qu'on identifie. Voilà, avec lesquelles vous travaillez. Voilà, et on travaille avec les médecins il y a une équipe locale de Brain Project. Quel type de cas vous traitez? C'est des pathologies au niveau de la spécialité de neurochirurgie, que ce soit des cas de tumeurs cérébrales ou des infections ou des pathologies dégénératives de la colonne. Et beaucoup plus de pathologies de la colonne vertébrale, des tumeurs. Et vous savez qu'en ce qui concerne le travail de neurochirurgien, ça demande une spécificité du matériel, et donc ça fait qu'il y a une préparation qui nous prend presque 1 an. Presque 1 an pour pouvoir faire acheminer ces conteneurs ici-là, parce que avant qu'on intervienne sur un patient, il y a bien des implants qu'il faut préparer, et on se trouve toujours dans une situation où on n'en a pas assez pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de moyens pour ça. Alors vous particulièrement, docteur Jean-Louis Benayoun, vous avez vu à l'œuvre dans ces questions d'humanitaire. Qu'est-ce qui vous booste? Qu'est-ce qui vous permet, vous amène à faire des œuvres humanitaires? Très bonne question. Ce qui est à la base de cette motivation, c'est très simple. Pour moi, le succès ne dépend que du niveau auquel on peut le transmettre autour de soi. Et j'estime que nous tous, nous venons d'ici, on a une forme d'obligation intellectuelle à partager ce qu'on a appris, et on ne sait jamais où on va se trouver quand on a besoin de neurochirurgiens. Vous avez eu de bonnes expériences, des pires expériences aussi, non? Ben oui. Et je le dis parce que si jamais je me trouve ici et j'ai besoin d'un neurochirurgien qui opère sur moi, j'aimerais bien qu'il ait la compétence, la confiance de pouvoir intervenir correctement. C'est la raison pour laquelle la petite expérience que j'ai, qui est peut-être un peu plus que certains, et c'est tout à fait normal que je fasse un grand effort pour la partager. Et vous travaillez avec les médecins locaux? Oui. Vous les associez dans cette initiative? Bien sûr. C'est impossible de le faire sans eux. Et la raison principale pour laquelle on le fait, c'est pour eux, c'est pour les patients d'ici. Et pour aider les patients d'ici, franchement, ce ne sera pas avec la mission qu'on vient faire en 10 jours, 12 jours. Justement. C'est effectivement leur donner cette capacité de pouvoir leur apprendre à pêcher, comme on dit visuellement, et puis ils pourront le faire même après vous, même si vous êtes parti. Et je profite de cette occasion pour vraiment remercier encore tous ces jeunes docteurs et chirurgiens qui travaillent avec nous, et leur impact est assez fondamental, bien que on vient avec l'expérience, mais il reste quand même ceux-là, quand on est parti, qui s'occupent de ces patients-là, qui essayent de continuer autant qu'ils puissent le type de traitement médical qu'on a initié. Alors votre implication dans ce projet, c'est toujours du bénévolat? Oui, bien sûr. Moi, j'ai été invité à travers ce projet, par Samuel pour représenter un peu la fondation, et puis pour vous faire connaître aussi. Voilà. C'est vrai qu'on vous a déjà vu à l'œuvre. Donc, alors, Samuel Hervé Mandeng, qu'est-ce que le projet Digital Mama gagne derrière cette plateforme, derrière cette organisation? C'est une très très bonne question. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi tu fais tout ça. J'ai dit quelqu'un doit faire quelque chose.
Nous, on le fait par passion. Docteur Benaye le disait tout à l'heure. On a une passion. On pense que on ne peut pas. On veut dire merci à maman. On veut dire merci. Le Cameroun nous a donné ce que le Cameroun m'a donné ce que le Canada ne m'a pas donné. Donc le Canada m'a donné ce que le Cameroun ne m'a pas donné. Et pareil aussi, vice-versa, Benaye. Mais on ne peut pas comparer la main gauche et la main droite. On ne peut pas comparer la mère et la maman. On pense qu'il faudrait redonner à maman ce que maman nous a donné. Et c'est pourquoi notre motivation, on se sent interpellé de venir apporter, même sans cet appel même de l'État. Et aussi l'autre motivation, c'est inspirer la jeunesse. Tous les jeunes veulent voyager. Mais est-ce que vous savez que la façon de penser votre voyage détermine aussi votre état de résidence dans le pays? Ça veut dire que si vous êtes un lézard ici, vous ne serez jamais un crocodile là-bas. Donc il faut penser que comment je fais. Moi, je pars d'ici parce que je dis que je vais impacter le monde. Benaye, pareil, et puis que ceux qui adhèrent à votre mouvement, c'est ça? Bien sûr, on amène les gens à penser grand, à penser au moins, écoute, alors, je veux rivaliser. Faire pour adhérer à ce vaste mouvement? Écoute, il faut être quelqu'un qui est de la diaspora dans un pays et nous contacter certainement, nous contacter par les réseaux sociaux et par notre site web. Mais la plus importante, c'est que nous sommes là pour inspirer la jeunesse, pour dire, écoutez, vous voulez partir, mais comment partir? Et alors, si vous voulez partir, partez, mais faites que vos œuvres puissent revenir au Cameroun et pour impacter certainement l'Afrique. Et je disais à un jeune, écoute, si tu vises au moins le monde, si tu rates le monde, au moins tu tombes en Afrique. Si tu rates l'Afrique, au moins tu tomberas, tu seras meilleur au Cameroun. Mais si tu veux seulement viser le Cameroun... Oui, mais qu'est-ce que ça vous coûte sur le plan financier? Vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Comment ça se passe? Alors ça, c'est la meilleure question. Malheureusement, avec beaucoup de regrets, je veux vous dire que c'est à fonds propres. C'est à fonds propres. Mais vous avez déjà le soutien institutionnel de l'État? Institutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un haut patronage? Ça veut dire quoi? Sous le haut patronage donne l'argent? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais écoutez, non, il faut dire aux personnes qui nous regardent, c'est mon argent personnel. C'est mon argent avec les Camerounais. C'est pour ça que je vous ai posé la question, pourquoi vous faites tout ça? Écoutez, c'est notre argent, je veux dire avec tous. Benaye a payé son billet d'avion seul pour venir ici, on ne lui a pas payé le billet d'avion. Pareil pour Lambert. Tout le monde, les Camerounais qui sont arrivés, c'est une délégation de pratiquement 15 personnes qui arrivent. On paye, on s'est dit, écoute, c'est notre contribution pour le pays, on n'est pas un billet d'avion prêt. On vient ici au Cameroun, on est là en patriote, ça nous coûte du temps, ça nous coûte le temps de nos familles, parce qu'on peut rester, c'est l'été aujourd'hui, on veut rester dans ces pays. Ça nous coûte aussi de l'argent, ça nous coûte aussi du temps, et on dit généralement, c'est vous qui le dites, hein, on dit dans les médias, on dit qu'on a découvert l'adage qui dit que si vous connaissez le Cameroun, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est pour dire qu'on rencontre beaucoup d'embûches, Benaye le disait d'une certaine façon, nous aussi, mais on comprend que il faut tenir et il faut inspirer la jeunesse, il faut inspirer d'autres diasporains pour dire, écoute, chacun doit faire sa part, chacun doit faire sa partition. Comme on dit chez nous, si chacun balaie sa cour, le village est propre. Alors Benaye balaie la sienne, et puis c'est pour cette raison qu'entre parenthèses, il a eu ce prix. Il faut aussi retenir que Lambert recevra un prix à Douala, le prix Cameroun Digital Boost pour ses initiatives à l'université de Douala, et que notre initiative continue demain. Alors je vais demander au professeur Momo, votre projet particulièrement, parce que vous êtes dans un projet, mais le vôtre particulièrement, j'imagine, demande un investissement colossal, non? Vous le faites aussi par bénévolat ou Bien évidemment. Je ne veux pas paraphraser ce que Samuel a dit, c'est du bénévolat. Alors moi, je voudrais quand même comprendre ce niveau de patriotisme où vous vous engagez pour le docteur, on l'a vu, mais je pense qu'avec vous également, on peut comprendre. Mais moi, je veux vraiment savoir les financements de ce projet-là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah non, les financements, là, vous parlez de quel projet? Votre projet, le projet, vous l'avez appelé Scan du réseau VNE. Non, là, c'est pas les fonds propres, je m'excuse, parce que je n'avais pas très bien compris la question, si c'était celle-là. En fait, non, là, c'est un financement de la Confédération suisse. D'accord. Ouais, de plusieurs millions d'euros. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas que je me dis, mais... Non, je m'excuse. Donc, c'est un financement de la coopération... la Confédération suisse, de l'État suisse. D'accord, j'imagine.
des résultats? Non, c'est vrai que des pathologies qui attaquent les veines sont des pathologies assez rares. Hein. Si je me trompe, docteur Benaye ici peut me dire. Et je tiens quand même à rappeler qu'on identifie avec un seul doigt et qu'il y a possibilité, dépendamment de l'application, que vous demandiez à l'utilisateur d'enrôler les autres doigts, peut-être 10. Et s'il y a un doigt qui a un problème parce qu'il y a un problème de santé, vous aurez encore les possibilités d'utiliser les autres doigts pour vous enrôler. Alors merci. Messieurs, je vous ai un dernier mot. Docteur Benaye, déjà, merci de nous avoir sur le plateau. Et une fois de plus, c'est pas aussi difficile que ça de participer à Brain Project. Nous avons une plateforme qui est sur le web, brainproject.co, brainproject.co. Et là-dedans, vous allez trouver tout genre de documentation sur les missions à venir et comment faire pour y adhérer. Alors, pour aller dans le même sens, elle peut-être n'a pas fait dans le projet, elle fait pas partie du projet Digital Maman. Elle s'appelle Laurence Okalia, elle est l'heureuse lauréate d'un concours Blog for Dev, initié par la Banque mondiale. C'est une journaliste ici même à la CRTV. Elle vient donc de gagner ce lauréat. On va la recevoir tout juste après vous, hein, pour dire que dans ce domaine-là, on peut faire on peut aller dans tous les domaines. C'est bien cela, pour faire du numérique, on peut aller dans tous les domaines. Bien, c'est vrai ça. Écoutez, pour aller dans le numérique, on peut aller médecine, partout, journalisme, partout. Ingénieur, etc. Mais juste pour dire, Solange, c'est que aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Oui. On a raté la plupart des révolutions. On est obligé de se rattraper à l'ère numérique. Mais ça va même très vite. Hein, nous, il faut savoir que le Cameroun Digital Boost, nous développons l'industrie numérique qui est différente de l'économie numérique. L'industrie numérique, c'est le pont entre les infrastructures. L'économie numérique dans l'industrie. Oui, c'est le pont. C'est le pont. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on cuisine tout pour aller vers le marché qui est l'économie numérique. Voilà. Alors pour nous, c'est d'encourager les jeunes, c'est d'encourager tout le monde à faire partie, à construire une communauté entrepreneuriale au travers de l'entrepreneur. Alors justement, par rapport à la question que vous dites, oui, le numérique, c'est du tout. Et nous devons y rentrer de plein fouet. Ça peut être de manière rémunérée ou de manière bénévole. Et on sait quand même aussi qu'il y a la cybercriminalité qui ne laisse pas, qui va avec. Hein. Si on parle de numérique, on parle de cyberespace. On va forcément parler de cybercriminalité. Vous avez regardé ce volet, vous avez pris des guidelines pour dire à un moment donné stop. Je disais l'année dernière à une interview pour dire que donner un peu du travail aux bandits du Cameroun, aux agresseurs du Cameroun, essayer un peu d'aller se digitaliser. Comme ça, ils vont arrêter d'agresser nos mamans et nos familles dans les taxis. Ils vont aller au moins se digitaliser. Et puis on aura une autre ère de protection que d'aller maintenant où vous devez sortir, vous ne pouvez pas vous habiller parce que on va vous agresser. Je pense que le digital nous amène à un autre niveau et ça va requérir bien sûr une sécurité comme la sécurité que Lambert apporte. Et puis ça va aussi justement créer des emplois. La sécurité crée plus d'emplois qu'autre chose, que peut-être la productivité. Alors on y va dans ce sens. Merci beaucoup Samuel Hervé Mandeng. Vous êtes le promoteur du Cameroun Digital Boost. Merci de porter ce projet et surtout bon vent dans ce que vous faites. De l'autre côté, merci également au professeur Lambert Sona Momo. Vous êtes promoteur de la nouvelle technologie sur l'identification par le scan du réseau veineux. J'y arrive. Bien, et on vous souhaite également plein de succès dans ce que vous faites. On va dire également merci au docteur Jean-Louis Benaye, qui est neurochirurgien, fondateur de Brain Project Africa. Merci messieurs d'être venus nous éclairer sur ce projet. Toilette se poursuit dans un instant avec, en restant dans le numérique, nous allons accueillir dans un court instant Laurence Okalia, journaliste.
L'occasion du forum annoncé ici même à Yaoundé nous donne la possibilité d'évoquer un sujet fort intéressant, à savoir le financement de l'entrepreneuriat. Les 40 communes pilotées par les femmes, accompagnées par ONU Femmes, montrent que l'environnement socio-culturel et économique n'est toujours pas favorable. La vie d'une femme mère, c'est comme la vie d'un médecin. Notre pays sera, j'en suis persuadé, un cas d'école dans les deux principaux champs d'action de désengagement, de démobilisation, de réintégration et de réconciliation situés l'un à Mora dans l'extrême nord et l'autre à la fois à Boya dans le sud-ouest et à Bamenda dans le nord-ouest. À Moscou, on a eu la possibilité de rencontrer des équipements aussi gigantesques que ce Bulac. C'est un engin, c'est un véhicule tout-terrain qui permet des interventions dans des zones très difficiles, surtout avec des routes qui ne sont pas praticables. Cet engin est conçu justement parce que dans ce pays, il y a régulièrement des catastrophes qui se produisent, notamment en hiver, où vous avez des barrages naturels et il faut donc intervenir. Il y a également des émanations de gaz qui peuvent survenir quelque part. On l'a donc conçu pour pouvoir affronter ces espaces-là. Lancé en 2014 par l'antenne de la Banque mondiale au Kenya, le concours Block for Day invite chaque année les jeunes à s'exprimer sur un enjeu crucial pour le développement économique de leur pays. Cette initiative permet d'impliquer la jeunesse africaine dans le développement du continent et fournit aux jeunes une plateforme pour partager leurs points de vue et leurs solutions sur le sujet qui leur tient à cœur. Et le sujet qui tient à cœur à notre lauréate, c'est le combat contre le Covid-19. Laurence Okalia, bonsoir. Bonsoir et merci. Félicitations. Merci. Alors, racontez-nous tout. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivé à faire ce concours, c'est je suis tombée vraiment dessus à tout hasard. Ouais. Sur la toile, je me suis dit vraiment... Vous savez ce que c'est dans la rédaction, on a beaucoup travaillé sur le Covid-19, on était vraiment au front. Notre hiérarchie nous a fait confiance, nous a envoyés sur le terrain à tout. Je rappelle que vous faites partie, vous travaillez beaucoup dans le service société, santé, oui. Donc vous étiez au four au moulin. Effectivement. Voilà. Donc ça m'a permis justement d'avoir toutes les armes nécessaires pour pouvoir écrire ce billet. Donc je suis tombée dessus, je me suis dit je peux le faire. Est-ce que vous êtes une blogueuse d'abord Non, à la base non, je suis pas une blogueuse, je suis pas une fan de blog, mais je sais défendre des idées. Par contre, je sais amener des sujets, je sais écrire, comme toute journaliste. Vous savez écrire, ça va de soi. Hein. Je crois que les téléspectateurs qui ont le bonheur et le plaisir de vous écouter souvent dans des émissions comme Cameroun Delight ou encore Scène de presse ou même Twilight, je ne parle pas du journal de 20h30, maîtrise bien votre plume soft, Laurence Okalia. Alors, vous écrivez, vous créez un blog, vous écrivez dans un blog et vous développez votre sujet. Après, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, il ne s'agit pas d'écrire un blog, il s'agit juste d'écrire un billet. Et c'est après que vous pouvez écrire désormais pour le blog. Quand vous êtes lauréat. Vous commencez par un billet. Oui, vous pouvez envoyer un billet. Si votre billet est vainqueur, vous écrivez désormais pour le blog. Vous pouvez nous rappeler votre sujet? Alors, il s'agissait de répondre à la question comment les jeunes de notre pays peuvent aider le gouvernement, en travaillant avec le gouvernement et la société civile à riposter contre le Covid-19 et une meilleure relance pour une meilleure économie dans le pays. Vous avez proposé quoi en quelques mots? Je ne vais pas vous demander de revenir sur votre billet, mais en quelques mots, puisque c'est vous qui avez écrit, vous avez proposé quoi comme solution? Vous savez, je suis partie du prorata selon lequel l'Afrique, en général le Cameroun en particulier, a une terre très riche. Nous le savons, et nous savons également que nous n'avons pas un très fort taux d'industrialisation. Donc, nous savons que l'agriculture au Cameroun est un levier pour notre économie. Et le chef de l'État le rappelait déjà même le 10 février que la terre ne trahit jamais. Donc, je me suis dit l'agriculture est un
est un bon argument pour une bonne relance post-Covid-19. Nous avons la terre pour cultiver, nous avons tout ce qui est de la terre pour cultiver, pour récolter tout ce qui est les médicaments, les matières premières et tout ça là pour fabriquer des médicaments sur le plan de la santé, sur le plan des TIC aussi, parce que vous savez, la COVID-19 nous a éloignés les hommes pour nous rapprocher de la technologie. Donc, il est important de rappeler toutes ces applications que voilà, et c'est ça qui vous a valu ce prix-là. Effectivement. C'est quel prix déjà? J'aime quand vous le dites vous-même. Le lauréate du concours Block for Development initié par la Banque mondiale. Alors, vous honorez la CRTV à travers ce prix. Hein. Le prix n'est pas le prix seulement de Laurence Ocalia maintenant. Effectivement, c'est la CRTV, c'est grâce à la CRTV que j'ai eu ce prix, parce qu'effectivement, si je n'avais pas, la CRTV n'ouvrait pas ses portes pour aller sur le terrain et d'avoir toutes ces informations pour pouvoir écrire ce blog, ce billet. Je n'allais vraiment pas avoir d'arguments à apporter pour ce billet, et je remercie. On va commencer par remercier d'abord le rédacteur en chef Aimé Robert Bina. Effectivement, effectivement, grâce à ses enquêtes. Grâce à ses multiples enquêtes. Vraiment, je remercie mon rédacteur en chef Aimé Robert Bina qui vraiment n'a pas... Qui à chaque fois cherche, fouille pour que les téléspectateurs comprennent un peu plus la situation. Voilà. Et surtout mon chef de service économie aussi, Lucrèce Mbenga, qui est le chef éco. Vous allez oublier le chef de société? Non, j'oublie personne. J'oublie personne. D'accord. Et surtout le directeur général de la CRTV. Enfin, quand même. Voilà, merci Laurence Ocalia. Alors, vous attendez naturellement... on sait que nous sommes dans un contexte particulier avec la crise sanitaire. Certainement, la suite, vous nous la donnerez les jours à venir. Pour l'instant, vous continuez les enquêtes dans la rédaction centrale TV. Effectivement, je crois que en sortant d'ici, je crois que je tomberai, quand la programmation sera sortie, je tomberai certainement sur une enquête demain matin. Merci. Et bravo encore Laurence Ocalia. Vraiment, bravo. Et nous vous souhaitons de continuer dans cette lancée-là. Merci beaucoup. Eh bien, pour faire comme vous, elle est déjà aussi dans ce studio. Elle, c'est Caresse Siana. Bonsoir Caresse. Bonsoir Agnès Solange. Avec le beau sourire habituel, hein, nous allons donc ouvrir le journal avec cet outil qui va booster la production nationale de cacao et de café. Il s'agit de quel outil? Il s'agit du guichet producteur, un outil spécial conçu pour subventionner les producteurs de cacao et de café. Le fonds de développement de ces deux filières procédera au lancement du guichet producteur le 8 juin prochain. Le dispositif va fournir des intrants agricoles et des équipements de production à coût réduit. Il vient d'être présenté à la presse ici à Yaoundé. Le compte rendu de Régine Gladys Lebouda. L'instrument donne le pouvoir au producteur. Avec le guichet producteur, il pourra désormais commander des intrants à des prix subventionnés. Face à la presse, l'administrateur du Fonds de développement des filières cacao et café résume les jalons qui ont mené à cette innovation. Il fallait trouver réponse aux lourdeurs dans la distribution des intrants agricoles et surtout calquer l'outil au rythme de vie du producteur. Nous partons du principe que le producteur sait mieux que quiconque ce que veut son champ. À quel moment les plants qu'il a ont besoin d'être traités. À quel moment faut-il combattre les insectes, les attaques? À quel moment est-ce qu'il faut renforcer la fertilité du sol? Il n'y a pas mieux que le producteur pour déclencher le mécanisme d'aide. Le guichet innove en mixant appui à la production, modèle de bancarisation et accès au digital. Des smartphones seront mis à contribution pour mesurer les parcelles. Il est prévu des ouvertures de comptes aux producteurs pour faciliter les transactions. Pas besoin de coopérative. Le producteur lui-même passe commande selon ses besoins et ne paye que 60 à 70% du tarif pour des intrants de qualité. Une liberté d'action qui supprime tout intermédiaire et met fin au problème de livraison hors saison. Au total, 600 000 travailleurs du cacao et du café pourraient bénéficier du guichet producteur avec un budget de 6 milliards de francs CFA pour 2021.
Des champs au centre de santé, on parle de la lutte contre le coronavirus. La campagne d'intensification de la vaccination démarre bel et bien demain. Exactement, et c'est une campagne de proximité sur le terrain qui va se dérouler notamment grâce au porte-à-porte. À 24 heures du début, notre reporter Joël Igor Abanda a capté l'ambiance qui régnait ce matin à la délégation régionale de la santé publique du centre. Son reportage. Centre de vaccination anti-Covid-19 de la délégation régionale de la santé du centre ce mardi matin. Il est 10h. Quelques usagers se font vacciner depuis 9h, l'heure de l'ouverture du centre de vaccination. C'est le cas de Marius venu prendre la seconde dose du vaccin anti-Covid-19 ici à la délégation régionale de la santé. La veille de la phase d'intensification de la vaccination anti-Covid-19. Mais l'ambiance est quelque peu timide. Nous n'avons pas vraiment connu une accalmie. C'est un centre de vaccination qui est assez dynamique et qui a été disponible tous les jours de lundi à samedi aux heures ouvrables. Au cours de cette campagne d'intensification, le vaccin autorisé est AstraZeneca. Les centres de vaccination ont même déjà été ravitaillés en vaccin. C'est le cas ici au centre de vaccination de l'hôpital EPC de Djungolo où les vaccinations se font sans arrêt depuis l'arrivée des vaccins au Cameroun. Hier, on a eu la formation de près de 150 personnes ici à l'hôpital pour pouvoir les préparer à faire face à cette situation. Nous savons que davantage de personnes vont se rendre spontanément dans les différents centres de vaccination dans la ville de Yaoundé et en dehors de la ville de Yaoundé jusqu'à Yoko, jusqu'à Ezeka où le vaccin effectivement aussi est disponible. C'est depuis le 27 avril 2021 que la vaccination contre le coronavirus a été lancée au Cameroun. La phase d'intensification de cette vaccination qui démarre le mercredi 7 juillet 2021 va donc permettre aux populations âgées de 18 ans et plus de se faire vacciner contre le coronavirus afin de stopper la propagation de ce virus au Cameroun. L'immeuble de l'émergence abritait ce mardi la première réunion du comité de pilotage du projet de valorisation touristique et économique du lac municipal. Un comité présidé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain était également présent. Le directeur général des LECNOL, l'entreprise en charge des travaux, et plusieurs urbanistes. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro de Nadège Mbaïma. Et une unité de coordination et de suivi de l'exécution dans les délais du beau projet que le chef de l'État offre à la ville de Yaoundé, l'aménagement du lac de la Mingwa, du lac municipal, avec hôtel, restaurant, centre nautique. Ça va être quelque chose qui va transformer la physionomie de notre cité capitale. Les retards qu'on accuse aujourd'hui, c'est des retards sur les études d'exécution. Et nous comptons pouvoir accélérer le reste des travaux pour que le délai total du projet soit respecté. Donc nous comptons finir les travaux en fin 2022, comme il est prévu dans notre marché. C'est un grand projet qui est appelé à devenir une infrastructure emblématique dans la ville de Yaoundé. Donc on ne peut aborder ce projet avec légèreté. Et nous avons donné des conseils à l'entreprise pour qu'elle puisse par exemple s'assurer qu'elle a une autorisation de construire. Donc c'est le premier conseil qu'on leur a donné. On s'est aperçu qu'effectivement, ils n'avaient pas encore l'autorisation de construire, mais ils vont le faire incessamment. Les vacances scolaires ont bel et bien débuté aussi et le Collège Vogt, parmi tant d'autres, vient de lancer la 5e édition de ses activités vacances et loisirs. Et au programme de ces vacances et loisirs-là, de la danse, du chant, des jeux de société, mais également plusieurs activités sportives. Notre reporter Papin Bomson est allé sur le terrain constater. La cadence est donnée. Danse, sport, ce sera ça les vacances, loisirs, Vogt. Cette 5e édition ouvre ses portes du divertissement aux enfants de 3 à 17 ans. Les innovations de cette année vont donner vie à leurs envies. Le Collège Vogt, pour la 4e année consécutive, a décidé de reprendre les activités en proposant des activités culturelles, ludo-éducatives, mais aussi sportives. Nous avons plus de 14 activités. La tranche d'âge, c'est de 3 ans à 17 ans. Qui permet un éventail très large. Les jeux de société ont leur place au tableau. Apprendre à réussir ses stratégies dans le jeu d'échecs. L'esprit de partage et de cohésion, voilà des qualités fondamentales pour la relève de demain. L'édition 2021 de Vogt Sport Loisirs Vacances est une réalité.
Et l'activité a bel et bien débuté aujourd'hui. Vous voyez l'engouement que nous avons. Donc là, ce n'est qu'un atelier de nos multiples disciplines ici au basket. C'est vrai que c'est le premier jour. Il y a encore un peu de difficulté pour la mise en place et tout. Mais bon, on est habitué. D'un espace à un autre, Loisirs Vacances Vogt semble être un cadre approprié pour des vacances utiles, mais surtout des vacances saines et sereines. Il est l'une des premières stars afro-américaines à porter fièrement le vert ou jaune. Le réalisateur Spike Lee revendique des origines camerounaises. Premier cinéaste noir à présider le jury du Festival de Cannes. Sur sa route, il a fait escale à l'ambassade du Cameroun en France et annoncé sa venue au pays pour la Cannes Total Energy 2021. Steve Tchegar et Kemenge. Son idylle avec le Cameroun dure déjà 35 ans. En 1986, Spike Lee découvre grâce à une analyse ADN ses origines camerounaises. Et depuis, il n'a pas cessé de se revêtir de notre fierté tricolore. Au point où, pour le Mondial 94, le célèbre producteur américain organise une levée de fonds pour aider les Lions indomptables. De cette expédition, il gardera cette photo avec Roger Mila, roi du foot africain. Les deux vedettes se reverront certainement à la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, terre des Lions indomptables, pays de Manu Dibango. Avant la musique ou le foot du Cameroun, il y a son indomptable passion, le cinéma. En 45 ans de carrière, les films de Spike Lee défendent les communautés afro-américaines et les minorités. Ce réalisateur, comédien et scénariste a crevé l'écran, notamment avec son film Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Un cri de victoire contre le racisme qui lui a valu le Grand Prix du Festival de Cannes en 2018. Et c'est lui qui préside le jury de la 74e édition du Festival de Cannes. Spike Lee est le premier artiste noir à occuper cette fonction. Cet invité du Cameroun a de l'étoffe et le Cameroun en sera fier. L'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence André Magnus Ekumu, le lui a dit. Et comme qui dirait, Tchombe en bon Camerounais. Terminons avec du sport. Bonne nouvelle pour le championnat national de football en arrêt depuis plus de 2 mois pour des problèmes de financement. L'élite 1 et 2 reprend le droit de citer dès ce 7 juillet après que l'État camerounais ait décidé d'apporter sa subvention. Demain, mercredi, dans le groupe A, Eding Sport de la Lequier va recevoir AS Fortuna. Et dans le groupe B, Coton Sport jouera contre APGS d'Unfou. La fiche complète déroulée par Merlin Kamla. 4 matchs de la 12e journée sont au programme ce mercredi. Eding Sport de la Lequier reçoit AS Fortuna au centre de la CAF en Bankomo. Yaoundé 2 FC se déplace au Young Sport Academy de Bamenda pour y croiser le fer avec le champion en titre PWD. Stade Renard accueille Football Club de Baham à Melon. Tandis qu'Avion du Cam sera face à Bamoutos de Bouddha. Dans le groupe B, les matchs de la 10e journée sont aussi programmés. Tonek Alara Club rivalisera avec Young Sport Academy. UMS affronte Panther Dundee. New Star joue la Colombe. Les 2 top matchs de cette journée vont opposer APGS à Coton et les Astres de Douala à Canon de Yaoundé. L'annonce de la reprise de la phase retour après plus de 2 mois d'arrêt du championnat est un ouf de soulagement pour ces joueurs et entraîneurs qui avaient été forcés à un congé technique. L'État camerounais a dû mettre une fois encore la main à la pâte à travers une subvention évaluée à 560 millions de francs CFA. Merci Merlin Kamla, c'est avec cet agenda sportif que nous mettons en terme au 19h. Merci Agnès Solange à Bessolo de nous avoir accueillis sur votre plateau. Merci Caresse et Siane. Malheureusement, il n'y a pas d'invité sur le plateau. Mais restez sur Twilight. Pour que vous posiez des questions. Merci beaucoup Caresse et Siane pour cette bonne humeur partagée. La suite du programme, de votre programme, donc ce sera avec l'autre événement du jour, vacances citoyennes et déploiement de la caravane motorisée des équipes d'animation. L'opération lancée ce mardi par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Ouna Foutou, va s'étendre aux 7 arrondissements du département du Foundi. Dans un court instant, donc, nous accueillons Serge Benoît Alem Bichoka. Il s'occupe des programmes d'éducation civique en milieu informel.
tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Et si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Serge Benoît, Alain Bichouka, bonsoir. Bonsoir Madame Abessolo. Alors vous allez lancer, le MIGEC a lancé aujourd'hui les vacances citoyennes et déploiement des caravanes motorisées, des équipes d'animation. Vous allez vous déployer dans les 7 arrondissements du département du Foundi, c'est bien cela? Effectivement, il faut dire, Madame Abessolo, que dans le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers ses missions d'accompagnement et d'encadrement de la jeunesse, et dans le cadre de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale qui a été lancée en 2015, présente 3 grandes activités, à savoir l'organisation des fêtes nationales, les campagnes de promotion et de sensibilisation et les segments que nous appelons les opérations. Aujourd'hui, 6 juillet 2021, nous avons lancé la 6e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques, bien évidemment. Sans Covid, il faut le dire, au regard du contexte sanitaire. Justement, au moment où vous démarrez, on annonce également une vaste campagne de vaccination qui démarre, elle, demain. Alors, ce que sera votre rapport? À côté des missions régaliennes de ce type d'opérations qui sont portées sur la promotion des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble, et dans le cadre de la coopération, de la collaboration autant pour moi gouvernementale à côté du ministère de la Santé publique, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a bien voulu sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19. Et à travers cette opération, il y a eu une caravane motorisée de sensibilisation qui a eu à se déployer dans le département du Foundi en jonchant les 7 arrondissements. Donc vous allez, c'est dans la suite, quoi. Donc vous allez vous déployer également pour accompagner le ministère de la Santé. Effectivement, Madame Abessolo, il faut le dire que cette opération est d'abord... Avec des conférences, des ventes de rôle, des conseils, j'imagine. Bien évidemment, il y a un ensemble d'activités qui meublent cette opération qui se fait déjà sur toute l'étendue du territoire national et qui se passe de façon harmonisée. Nous avons une pléthore d'activités que nous présentons dans les modules pédagogiques qui sont stabilisés au cours de cette opération, dans la citoyenneté, dans le vivre ensemble. Et à côté également de ces modules, de façon spéciale pour cette édition, nous avons mis en exergue une campagne, une promotion de volontariat en suscitant l'esprit de l'intérêt commun au niveau des jeunes par les activités de reboisement, les activités d'entretien des espaces verts et également leur rappeler que par la sensibilisation, bien évidemment, que la vaccination est très importante pour lutter contre le Covid-19. Alors Serge Benoît, Alain Bichouka, beaucoup de déplacements en ce moment à la faveur des vacances, on l'a dit. Alors le moment est-il bien choisi pour mener cette campagne? Bien évidemment, il faut le dire. La période des vacances est une période où on fait face à de grandes mobilisations, une grande mobilité autant pour moi des élèves qui sont rendus à la période de vacances. Et nous disons qu'à travers cette grande mobilité, il peut se retrouver des regroupements parce qu'en fait, les activités de vacances sont meublées par plusieurs autres activités socio-culturelles. Et on s'est dit qu'à travers cette mobilité, ces grands brassages de population en général et des jeunes en particulier, il serait peut-être idoine de leur rappeler des comportements responsables, sains, civiques, citoyens et de leur rappeler premièrement que le Covid-19 existe. Leur rappeler premièrement que le Covid-19 prévaut et qu'il faille qu'ils soient prudents. D'accord, la vaccination peut-être en amenant également leur père à se faire vacciner. Alors on parle de citoyenneté sans Covid. C'est un simple slogan ou vous pensez que c'est une action urgente à mener? En fait, la citoyenneté sans Covid, c'est quoi? Il faut dire que ici, on appelle à des attitudes et comportements responsables. Et les comportements responsables, en se protégeant les autres, font partie déjà des actes citoyens. Et c'est pour ça que ces deux mots vont de pair. La citoyenneté sans Covid a tout son sens dans la mesure où on appelle les jeunes à
montrer des comportements sains, positifs, responsables à travers des prescriptions gouvernementales qui sont données, à savoir respecter les mesures barrières et pourquoi pas se faire tester et aller se faire vacciner. Alors, quels sont vos moyens? Est-ce que vous avez des moyens de cette noble cause? Si oui, lesquels? Nous avons le ministère de la Jeunesse a ça comme ses missions, a ça dans ses missions régaliennes qui lui sont imputées. Donc, c'est le travail du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique sous la houlette de son Excellence, Monsieur le ministre Mounouna Futsu, qui se déploie ainsi, comme cela se fait chaque année depuis 6 ans aujourd'hui. Alors, quel est le résultat attendu au terme de cette campagne? L'adoption des comportements citoyens civiques, l'adoption des comportements de vivre ensemble, de consolidation de la paix, d'entretien de la solidarité, de promotion de la paix et en même temps d'activités et d'esprit de volontariat développés chez ces jeunes et pourquoi pas d'avoir les jeunes qui vont se faire vacciner et de faire la promotion de cet acte de vaccination auprès de leur père et de leur environnement. Alors quand vous descendez sur le terrain, c'est pour leur dire quoi concrètement? Allez vous faire vacciner, c'est une bonne chose, respecter les mesures barrières, etc. C'est ce que vous leur dites? Ils n'ont pas suffisamment entendu cela? Comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la collaboration gouvernementale, à côté du ministère de la Santé publique, le ministère de la Jeunesse mène ses missions de sensibilisation, de promotion et d'éveil de conscience. Et à côté d'eux, nous avons des spécialistes de la santé qui peuvent déployer ou bien dérouler un propos technique et scientifique pour leur faire comprendre que la vaccination... Donc vous êtes accompagné des personnels de santé qui sauront trouver les mots justes pour... Bien évidemment. On espère des mots qu'ils n'ont pas entendus depuis. C'est pour ça que je demande, est-ce que vous avez des stratégies nouvelles pour amener ces jeunes... peut-être en leur langage, à comprendre ce qu'ils n'ont pas compris jusqu'ici. Parce que je rappelle qu'il y a une vaste campagne. La campagne, elle a bel et bien commencé depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Nous sommes convaincus qu'adopter des comportements responsables et sains font partie des actes citoyens. Nous faisons la promotion de cette citoyenneté en leur faisant comprendre que c'est leur contribution en les adoptant ces actes citoyens responsables. Et nous osons espérer qu'ils peuvent comprendre que leur participation à l'édifice de ce pays pourrait passer par l'expression des actes citoyens. Alors, est-ce que, au cas où vous avez des poches de résistance, quels sont les moyens que vous pourrez utiliser? Les moyens douces, bien sûr. Hein. Les techniciens, les spécialistes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui sont des professionnels sur le terrain, procèdent par la médiation sociale, qui est un type de communication assez idoine pour pouvoir amener les populations à écouter un langage ou à écouter des messages qui veulent être véhiculés. Et nous optons pour une méthode que nous appelons la non-directivité. Il faut amener les populations au niveau d'une table d'échange et de dialogue, afin de leur faire comprendre de façon cognitive qu'il est très important pour eux de mener ou bien d'adopter des comportements citoyens responsables. Donc nous osons espérer qu'à travers notre stratégie pédagogique, ça puisse marcher. Après cette campagne, vous comptez vous déployer sur autre chose? Bien évidemment, le chantier de la jeunesse, les chantiers de la jeunesse sont très vastes. Dans la citoyenneté, nous avons une pléthore d'éléments qui meublent ce concept, également dans le vivre ensemble. Et à côté de ces deux modules pédagogiques, comme je le disais, nous ajoutons des segments d'activité. Pour le cas d'espèce, actuellement, nous sommes en train de mener toute une grosse stratégie à élaborer sur le volontariat pour pouvoir amener à développer chez les jeunes l'esprit de l'intérêt commun. D'accord. Alors, merci Serge Benoît Alain Bichoka. Je rappelle que vous vous occupez des programmes d'éducation civique en milieu informel. Vous avez un dernier mot? Sinon, vous dire merci d'avoir permis au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique par lequel j'ai été désigné pour pouvoir communiquer sur cette opération. C'est l'accompagnement médiatique de la CERTIV. Bien évidemment. Merci d'être venu, madame, monsieur. Twilight s'achève. Merci à tous nos téléspectateurs du web, côté Facebook, qui nous ont suivis ce soir en direct. Merci d'avoir été nombreux. Nous disons également merci à nos invités ce soir. Nous vous aimons, protégez-vous. À bientôt.
Sur la CRTV, les vacances ressemblent à... On va s'aimer. Découvrir. This is my favorite whale shark. Apprendre. Le mot désolé se dit sorry en anglais. Super. Mais surtout, s'amuser. Voilà le genre d'ambiance qui règne ici avec les tout petits. C'est une très belle matinée, tu trouves pas? C'est une leçon de maths ou des élections? Suivez-moi bien et posez toutes sortes de questions. Il faut que je te laisse. Ça s'appelle ça marche. Bonnes vacances sur la CRTV, au cœur de la nation. CRTV News, ici, toute l'info. Donc à la base, je suis jeune entrepreneur. De formation, je suis développeur web. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Le poulet fumé aux graines d'amandes, de courge, avec du plantain à l'anglaise. Basongwane, babichene, inyure bombe zapane, banyambe, babichene. Hello there and welcome to the town of Manju. Manju is a junction town. Behind me is the road leading to Betwa, the chief town of the East region. So we are 10 kilometers from Betwa. And on my right, we have the road that leads to Baturi. Baturi is the chief town of the Kadei division. And from there you have access to Yokaduma and Congo Brazzaville. And right in front of me, you have the road leading to Garwabulai. Garwabulai, which happens to be a border town with the Central African Republic. We are some 250 kilometers from the town of Garwabulai. That is to tell you that the town of Manju is an economic hub. Merchandise, goods and commodities coming from the northern part of Cameroon and from Chad arrive Manju and are packaged to be transported to other neighboring countries like the Central African Republic and Congo Brazzaville. And one of such items that we are taking interest in today is onions. When it gets here in truckloads, it is packaged into bags before being transported. Now, if you want to discover how this happens here, just follow me. Many youth in the East region, and particularly those of Manju, have found gainful employment in the packaging of onions destined for markets in Congo-Brazzaville, the Central African Republic, and the Democratic Republic of Congo. This highly cherished vegetable comes in trucks from the northern part of Cameroon and at times from Chad. Once this truckload of the merchandise finally arrive in Manju, a different set of people get to work. I'm not here for my holidays. Any time when I'm here, we always come and do some small activities here for the selection of onion. When they bring from far north, we throw it down and one bag to 600 francs. We select it, the one that is being touched by water, the one that is being rotten, we select it and give to those people that are selecting the one that are touched by water and go to the Betwa market. I will select one bag like that, we put the bag inside a small bag, it's called filet, and I'll take it to Brazzaville. And maybe before when I take it to Brazzaville, they'll put inside the vehicle and we'll load in one filet for 4,000 francs. And for that, we're walking down. When we finish it, we'll classify it the way when they'll come to count it. It will be impossible the way one filet will not lost. And they'll put it, maybe they'll put it in six, and they'll put it in 7, and they'll count it up.
and they classify it. And now like this, we already start work in the morning around 7 o'clock, and before 11 o'clock we finish because we started yesterday very early, and today we early finish it. The advent of this business here is a welcome relief for the unemployed youth of this locality. If one more vehicle enter today in Betua, like 200 bucks, and we form group like 5 groups, which is five people working at each group. Before 12 o'clock, other 200 bucks will be finished. And before we are working like that, we depend on time because when some group are working faster, while some are not working faster. That's why the work always go easy, and sometimes it don't go easy. As we are working here, a day, it depends the way the work come, because at times when the work doesn't come, at times the work come very possible. You can even have 10,000 per day. As myself, last month on June 17, I worked 10,000 on Monday, and Tuesday I worked 9,000 francs. This activity is equally lucrative for locals and the council treasury. Its importance in the lives of a good number of the 50,000 inhabitants of this subdivision cannot therefore be overemphasized. I'm a student of GTH Chesendorp in Northwest. I'm in lower seat. I run my preparatoire in woodwork, which is called MEP. I run my preparatoire and the result is out. And very soon I'll be going back to find my admission in class 7 to run my baccalaureate. And this money will help me because last year my parents didn't sponsor me in school, and I did everything of mine. Sur la CRTV, les vacances ressemblent à...